De Paris à Shanghai, de New York à Dubaï. Plus que l'avion, le train ou même la voiture, il est un moyen de transport que nous sommes 1 milliard à emprunter chaque jour, l'ascenseur. L'ascenseur, c'est le moyen de transport le plus utilisé et à la fois c'est celui qu'on ne voit jamais. Dans l'Hexagone, il assure au quotidien 100 millions de trajets, soit 1 million de kilomètres parcourus. 25 fois le tour de la Terre toutes les 24 heures. Il y a 500 000 ascenseurs en France. Ils déplacent à peu près 1,5 fois la population française chaque jour. Depuis sa naissance, l'ascenseur a suivi les progrès de l'industrie et des nouvelles technologies. Les cabines d'aujourd'hui n'ont plus rien en commun avec l'invention de l'américain Elisha Otis en 1853. En 150 ans, l'ascenseur est devenu un matériel de pointe ultra performant et intelligent. Quand vous vous déplacez dans la cabine, vous êtes loin d'imaginer toute l'innovation qu'il a fallu déployer au cours des 20 dernières années. Au cœur d'enjeux faramineux de guerre économique et technologique, l'ascenseur ne cesse de se réinventer. Pour mettre au point les dispositifs de demain, les constructeurs ont créé des laboratoires de recherche ultra secrets, comme celui-ci, enfoui 350 mètres sous terre au cœur des forêts scandinaves. Pour la première fois, nos caméras ont exploré les méandres de ce centre d'essai où sont élaborés les derniers appareils de pointe. Il y a une grande compétition pour être le premier à mettre au point la meilleure technologie. C'est pourquoi nous travaillons sous terre, dans la plus grande confidentialité. C'est ici que sont fabriqués les ascenseurs de la future tour la plus spectaculaire de la planète, qui s'érigera en Arabie Saoudite. C'est la tour de tous les superlatifs. Ça va être la plus haute tour du monde, plus d'1 kilomètre de haut. C'est une ville verticale. L'ascenseur va devenir l'élément central de la ville de demain, dans des cités verticales peuplées de gratte-ciel, où 85% de la population mondiale habitera d'ici 2050. Il va révolutionner nos modes de transport. Nous allons vous révéler les secrets de l'ascenseur du futur déjà en construction. La cabine est en lévitation, donc nous avons une cabine qui n'a pas besoin de câble. Cet ascenseur nous permet d'inventer toutes les formes de tours possibles imaginables, avec des tours qui se relient les unes entre elles. Cet ascenseur va modifier en profondeur nos cadres de vie, nos modes de déplacement et notre quotidien. Aujourd'hui, cette technologie est parfaitement maîtrisée au sein de notre groupe. Donc la ville du futur, elle est demain. Dans cette course folle vers la hauteur et la vitesse, comment les ingénieurs parviennent-ils à allier technologie de pointe et sécurité? Entre intervention de haut vol à 4000 mètres d'altitude. Le souffle est coupé, la concentration est amoindrie. Développement de technologies tout droit sorties de films de science-fiction. Aujourd'hui, clairement, nous continuons à investir énormément sur un point, c'est l'intelligence artificielle. Embarquement immédiat pour un voyage pas comme les autres, à bord d'ascenseurs, une technologie XXL. La Défense, à l'ouest de Paris. Avec ses 3 millions de mètres carrés de bureaux, c'est le premier quartier d'affaires et la plus grande concentration en ascenseurs d'Europe. Chaque jour, 180 000 salariés s'engouffrent dans les 70 tours autour de l'esplanade de la Grande Arche. Pour atteindre leur lieu de travail, toutes ces personnes se dirigent vers le moyen de transport le plus utilisé au monde, l'ascenseur. Les capitales européennes, Paris, Londres, Francfort, ont vraiment cette concentration croissante de quartiers d'affaires avec des gens qui sortent du métro par vagues et qui créent des pics de trafic importants. 8 heures du matin. La Défense connaît son pic d'affluence de la journée. Pour les experts de l'ascenseur, un épisode critique où leurs compétences sont particulièrement mises à l'épreuve. L'enjeu tous les matins, c'est charger les tours le plus vite possible. C'est 3500 à 5000 personnes dans chaque tour qu'on doit mener à destination. Notre métier, c'est d'être en capacité de maximiser en fait les temps de trajet. Chacun d'entre nous passe en moyenne 2 jours et demi par an à attendre l'ascenseur. La maîtrise du temps est un enjeu majeur et les constructeurs l'ont bien compris. Au fur et à mesure des décennies, on a été obligé de trouver des solutions de plus en plus performantes, la concentration des tours ne faisant qu'augmenter, pour gérer cette problématique. Les experts de l'ascenseur investissent massivement en recherche et développement dès le début des années 80 pour optimiser notre temps de trajet. Un véritable casse-tête. Pendant des décennies, les chercheurs piétinent face à l'épineux problème de ce qu'ils appellent la gestion des flux.
Cette gestion des flux, c'est un gros travail de l'ombre pour résoudre cette équation complexe qui consiste à acheminer chaque passager le plus vite possible à son étage de destination. Afin de faire gagner quelques secondes aux salariés, des milliards sont en jeu pour mettre au point des logiciels intelligents. À partir du moment où vous allez appuyer sur le bouton, là, il va y avoir un ensemble de technologies, d'algorithmes qui vont se mettre en marche pour véhiculer plusieurs milliers de personnes et les répartir dans la tour avec deux objectifs. Le premier, c'est qu'ils passent le moins de temps possible sur le palier. Et le deuxième, c'est qu'ils passent le moins de temps possible dans la cabine. C'est la somme des deux qui nous intéresse, ce qu'on appelle le temps à destination. Pour réduire ce temps à destination, les technologies de pointe se succèdent avec plus ou moins de réussite. Il y a eu de la logique floue, les systèmes neuronaux. Depuis les années 90, une technologie a émergé mondialement qui s'appelle la prédestination. La prédestination, une technologie nouvelle imaginée spécialement pour les tours de grande hauteur, basée sur un système complexe d'algorithmes. Avec cette technique, la machine prend le pouvoir et indique directement à l'usager quelle cabine emprunter. Le but, regrouper les passagers en fonction de leur destination pour réduire la durée du voyage. Vous tapez sur un clavier votre étage et la machine vous dit automatiquement quelle cabine utiliser. Ainsi, vous allez voyager avec d'autres personnes du même étage ou d'étages voisins. Cela permet d'optimiser à la fois votre temps d'attente et votre temps de trajet. On a économisé 30 à 40% de temps dans le déplacement vertical grâce à ces technologies et à ces algorithmes. Ces quelques secondes qu'on va additionner, à la fin de l'année, ça correspond à des jours et des jours de temps gagnés, économisés par les gens. Les quartiers d'affaires du monde entier sont équipés de ce système, alors que les tours se multiplient de manière exponentielle dans une compétition toujours plus folle vers la hauteur. Les experts nous disent que d'ici 2050, 80 à 85% de la population mondiale sera urbaine. Il y a tous les jours 88 000 km² de villes qui se créent, donc un vrai phénomène de densification. Donc la seule voie possible, finalement, c'est la hauteur. L'année dernière, 143 tours de plus de 200 mètres ont été livrées dans le monde. La hauteur est devenue un enjeu majeur dans toutes les mégalopoles, dominée par des monstres d'acier et de verre, comme autant de symboles de la force et de la modernité d'une nation. Les anglo-saxons utilisent un terme qui s'appelle « vanity height », qui est la vanité de la hauteur. C'est qui finalement aura la tour la plus haute. Et c'est un peu à ça qu'on essaye de répondre avec notre technologie d'ascenseur à grande vitesse ou de grande hauteur. Cette course au plus haut gratte-ciel du monde se joue d'abord en Asie et au Moyen-Orient. La grande compétition a débuté en 2008 avec la tour de Shanghai qui s'élève à 632 mètres, soit 3 fois la tour Montparnasse. Avec ses 137 étages et ses 420 000 mètres carrés de superficie, la tour de Shanghai renferme 107 ascenseurs pour déplacer les quelques 18 000 personnes qui y transitent chaque jour. Mais avant même la fin de la construction de la tour chinoise, un autre gratte-ciel lui dame le pion. La Burj Khalifa, à Dubaï. Emblème du gigantisme et de la puissance de l'émirat, elle pulvérise tous les records. Achevée en 2010, elle culmine à 828 mètres. Son poids équivaut à celui de 5 Airbus A380. Pour gravir ses 162 étages, elle est équipée de 57 ascenseurs ultra rapides, des petits bolides qui se déplacent à 36 km/h, soit des courses totales d'1 minute et 22 secondes du rez-de-chaussée jusqu'au sommet. Mais c'était sans compter sur l'Arabie Saoudite. Le royaume s'est lancé dans l'un des chantiers les plus pharaoniques de son histoire avec la tour de Jeddah. Une tour qui dépassera le kilomètre de haut et dont la construction devrait s'achever fin 2020. La tour de Jeddah, c'est la tour de tous les superlatifs. Ça va être la plus haute tour du monde, plus d'1 kilomètre de haut, 243 000 mètres carrés, plus de 315 appartements, plus de 200 chambres d'hôtel. C'est aussi 15 000 personnes, c'est une ville verticale. Une ville verticale équivalente à la hauteur de 3 tours Eiffel superposées. Avec ses 167 étages, elle abritera résidences, bureaux, hôtels, restaurants, magasins et espaces de divertissement. Le plus important réseau d'ascenseurs jamais déployé fonctionnera 24 heures sur 24 dans cet édifice de tous les records. Sur une tour de ce type-là, c'est de l'ordre de 60 à 70 ascenseurs pour pouvoir assurer un trafic efficace.
sont des ascenseurs de dernière technologie, de dernière innovation. Mais pour réaliser les ascenseurs qui réussiront à parcourir d'une seule traite 1 km de haut et le plus rapidement possible, les experts ont été confrontés à un problème de taille. L'élément clé qui permet aux ascenseurs de fonctionner et de s'élever, les câbles en acier. Quand vous déplacez une cabine d'ascenseur, il ne faut jamais oublier que vous déplacez la cabine et les usagers qui sont à l'intérieur, mais vous déplacez aussi toute la longueur de câble qui relie la cabine à la machinerie. Et cette longueur de câble, arrivée à une certaine hauteur, aux environs de 500 mètres, pèse tellement lourd que ça devient impossible pour le moteur de tirer l'ensemble cabine plus câble. Et c'est pour ça qu'il fallait trouver une solution qui permette de réduire la contrainte du câble et du poids du câble. Aujourd'hui, dans les plus hauts gratte-ciel du monde, les constructeurs sont contraints de déployer plusieurs ascenseurs en relais pour atteindre le sommet. Chaque cabine dessert un niveau maximum qu'on appelle le palier. Les usagers se rendant aux niveaux les plus élevés n'ont d'autre choix que de changer de cabine une ou plusieurs fois. C'est le cas à la Burj Khalifa de Dubaï ou encore à la Lotte Tower de Séoul en Corée du Sud. Vous allez prendre un premier ascenseur qui va vous emmener au 50e. Éventuellement, vous allez changer d'ascenseur et là, vous allez aller du 50e au 100e étage. Pour les ascenseurs de la tour de Jeddah, les constructeurs ont parié sur des appareils dotés d'une technologie inédite. L'idée dans la tour Jeddah, c'est d'avoir un ascenseur qui partira du bas et qui montera à plus de 800 mètres de haut, qui sera l'ascenseur le plus haut du monde en une seule course, sans avoir à changer de cabine. Pour y parvenir, les ingénieurs se sont lancés dans une mission encore inimaginable il y a quelques années, concevoir une alternative au traditionnel câble en acier. Pour aller plus vite et plus haut, il a fallu qu'on trouve une solution. Il fallait trouver un matériau dont les propriétés, à la fois de résistance et de durabilité, permettent de remplacer ce qui a été utilisé depuis 100 ans, les câbles en acier. C'est au cœur des forêts de Finlande, dans un lieu hautement stratégique et tenu secret, que l'un des leaders mondiaux de l'ascenseur a installé son centre de recherche. Invisible de l'extérieur, ce laboratoire unique est situé dans d'anciennes mines de calcaire à des centaines de mètres sous terre. Pour la première fois, il a ouvert ses portes à nos caméras. Avec ses airs de base secrète, ses installations high-tech et ses ascenseurs dignes de films de science-fiction, ce centre de recherche dispose de la plus haute tour de test inversée de la planète. Creusée à 350 mètres sous terre, soit encore plus profond que la tour Eiffel si on la renversait, on l'appelle ici la tour infernale. Au total, dans la mine calcaire, 11 puits ont été creusés sur 1600 mètres pour tester les ascenseurs. Les 7 gaines les plus profondes sont consacrées à la conception des appareils des immeubles de grande hauteur comme la tour Chinazun en Chine ou la tour First à la Défense, le plus haut gratte-ciel de France. Nous sommes 350 mètres sous terre, au niveau le plus bas dans les entrailles du laboratoire. Tommy Sipila est responsable des projets de très grande hauteur. Il dirige les tests pour mettre au point les ascenseurs les plus extrêmes des tours du monde entier. Nous avons déposé le matériel ici. Ah oui, d'accord, c'est déjà arrivé. Nous l'avons reçu hier et nous avons prévu de l'installer demain. Nous creusons dans les profondeurs pour atteindre le ciel. Nous allons le plus loin possible sous terre pour équiper les buildings les plus hauts du monde. Dans cet environnement hostile, tous les composants électroniques et mécaniques sont soumis aux pires conditions d'utilisation. Température glaciale, humidité, vitesse extrême et arrêt d'urgence. L'objectif ? Développer les ascenseurs les plus innovants et les plus fiables au monde. Il y a bien sûr une grande compétition pour être le premier à mettre au point la meilleure technologie. C'est pourquoi nous travaillons ici sous terre, dans la plus grande confidentialité. Dans ce centre ultra secret, des ingénieurs hautement qualifiés, des techniciens et des chercheurs ont travaillé pendant des années avec un but commun, s'affranchir des câbles en acier pour monter toujours plus haut, toujours plus vite.
Et pour équiper la future plus haute tour du monde, la Jeddah Tower, qui culminera à l'altitude record d'1 kilomètre, il a fallu fédérer, associer tous les experts des matériaux pour définir quelle serait la meilleure technologie pour répondre au cahier des charges. Ça nous a pris plus de 10 ans pour mettre au point cette toute nouvelle technologie destinée à être utilisée dans la tour Jeddah. Avec un travail en partenariat avec des fournisseurs et des industries diverses telles que l'automobile, voire même le textile. C'est des dizaines d'ingénieurs mobilisés, à la fois dans les centres de recherche, mais aussi dans des tours d'essai. Cette technologie révolutionnaire a été testée pour la première fois sur ce moteur, le plus puissant du laboratoire finlandais. Il surplombe la tour inversée qui s'enfonce à 350 mètres sous terre. C'est dans ce puits que sont testés et développés les ascenseurs de la Jeddah Tower. Et vous avez réglé la vitesse sur combien? 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde, d'accord. Cette technologie d'avant-garde qui a demandé tant d'efforts aux ingénieurs pour remplacer l'historique câble en acier, la voici. 10 ans de recherche et de tests dans ce laboratoire à l'abri des regards ont été nécessaires pour la mettre au point. Ce câble n'est pas rond comme son ancêtre en acier. Il présente une plus grande élasticité et surtout, il est beaucoup moins lourd. Les ingénieurs qui l'ont développé ont accepté de lever le voile sur cette révolution technologique déjà en marche dans le monde des ascenseurs. C'est un câble plat, en fibre de carbone, recouvert d'une surface anti-abrasive. C'est des matériaux hautement résistants à la friction, qui sont 10 fois plus légers que l'acier, qui vont consommer 2 fois moins d'énergie et qui vont être 2 fois plus durables. Ça permet aussi d'aller plus haut, plus vite, dans des bonnes conditions de confort pour l'usager, car les câbles en acier ont des effets vibratoires importants que n'ont pas les câbles en carbone. Avec des câbles en acier à partir de 300 mètres de hauteur, la cabine devient moins stable à mesure qu'elle s'élève. Elle oscille avec la tour notamment sous l'effet du vent et provoque l'inconfort du passager. La fibre carbone stabilise l'ascenseur comme aucun autre procédé auparavant. Nous avons développé une technologie unique. On parle de vitesse de 10 mètres secondes, soit 36 km/h, pour parcourir 1 km de long. C'était pas possible encore il y a quelques années, c'est vraiment une innovation extraordinaire. Fort de cette technologie dernier cri, les ascenseurs de la tour Jeddah parcourront la plus haute distance jamais effectuée au monde. 1 km en seulement 1 minute et 40 secondes. Pour atteindre de telles vitesses, les constructeurs ont rivalisé d'ingéniosité. Le profilage de leur cabine emprunte aux technologies de pointe de l'aérodynamique. On a un profil en ogive qui va vraiment aider à passer le fluide qu'est l'air à grande vitesse de la manière la plus silencieuse et la plus optimisée. Un peu comme finalement dans le monde de l'automobile, quand on parle de pénétration dans l'air, c'est exactement les mêmes phénomènes auxquels on a affaire avec des ascenseurs à très grande vitesse. Depuis quelques années, les ingénieurs affichent dans leur centre de test des records de vitesse vertigineux. Aujourd'hui, on a des machines qui peuvent se déplacer à 70-90 km/h. Donc la vitesse de déplacement, on la maîtrise. Une vitesse qui atteint chez certains constructeurs le chiffre record de 100 km/h. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun de ces petits bolides verticaux développés dans les laboratoires n'a pu être mis en service dans un gratte-ciel. En cause, le facteur humain. On peut déplacer dans une cabine des personnes jusqu'à une certaine vitesse, sinon après elles se sentent mal. C'est essentiellement un problème d'adaptation du corps humain. À peu près vers 10 mètres secondes, un être humain, on va dire normal, en bonne santé, va commencer à avoir réellement une indisposition au niveau de l'oreille interne. Pour relever ce nouveau défi et dépasser les 36 km/h sans indisposer les passagers, les constructeurs ont emprunté aux techniques de l'aviation afin de mettre au point des ascenseurs plus performants. Jusqu'à peu près 10 mètres secondes, c'est-à-dire 36 km/h, on va travailler avec des cabines normales. Au-delà, on va travailler avec des cabines pressurisées. La pressurisation consiste à maintenir à un niveau constant la pression ressentie à l'intérieur de la cabine, quelle que soit l'altitude. Les ascenseurs des plus grandes tours montent si vite et si haut que le corps humain supporterait mal les changements brutaux de pression atmosphérique. Une cabine pressurisée permet d'annihiler ce phénomène.
Quand vous montez un avion, vous avez l'oreille qui se bouche. Bah, c'est le même phénomène qui se passe. Et donc pour ça, on va pressuriser la cabine pour pas que les gens ressentent ce phénomène de variation de pression. La porte va être étanche et va enfermer la cabine de sorte qu'avec l'accélération, elle ne va pas se dépressuriser. Grâce à la pressurisation des cabines, la vitesse des ascenseurs a pu être augmentée de plusieurs dizaines de km/h. Ainsi, le record de l'ascenseur le plus rapide du monde est détenu par la tour de Shanghai. Ces appareils atteignent la vitesse de 74 km/h. Pour atteindre le sommet 600 mètres plus haut, ils réalisent une course éclair de 53 secondes. Au-delà de cette vitesse, ils pourraient mettre en danger ses occupants. Et quand il s'agit de sécurité à de telles hauteurs dans le moyen de transport le plus utilisé au monde, les règles et les contrôles sont très stricts. La sécurité des ascenseurs est un des domaines les plus normalisés au monde. Il y a des pages et des pages de réglementation actualisées tous les ans pour s'assurer que dans le monde entier, les ascenseurs soient au top de la sécurité. Si les accidents sont rares en ascenseur, ils sont le plus souvent très graves quand ils surviennent. En France, ces 15 dernières années, on a recensé 18 accidents mortels. Mais à l'aune des 100 millions de trajets effectués chaque jour dans l'Hexagone, les spécialistes sont formels. Statistiquement, l'ascenseur est le moyen de transport le plus sûr dans le monde, plus que la voiture, le bus ou l'avion. Afin d'assurer la sécurité de leurs usagers, les constructeurs n'hésitent pas à se projeter dans les situations les plus extrêmes. Le scénario du pire, c'est la rupture de câble. Ça peut arriver, il ne faut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais aujourd'hui et depuis plusieurs années, tous les ascenseurs sont équipés de ce qu'on appelle des parachutes. Alors le parachute, ce n'est pas une grande toile qui va se déployer. Le parachute, c'est un système de sécurité qui est obligatoire et qui permet, dans le cas où l'ascenseur se mettrait à descendre trop vite, de bloquer automatiquement la cabine. Le parachute se déclenche en urgence dès que la cabine dépasse la vitesse habituelle. Il s'agit de mâchoires métalliques empêchant l'ascenseur de tomber en chute libre, même en cas de rupture des câbles. Méconnu du grand public, ce système constitue votre assurance vie à l'intérieur de la cabine. C'est donc le plus contrôlé par les ingénieurs. Dans le centre d'essai ultra secret d'un des leaders mondiaux de l'ascenseur, où des cabines s'enfoncent jusqu'à 350 mètres sous terre, les experts mettent à l'épreuve leurs futurs appareils dans des conditions extrêmes. Le test consiste à mettre en situation une cabine lancée à pleine vitesse à 65 km/h, sur laquelle nous déclenchons les systèmes de parachute pour arrêter la cabine. Tout est en place ? Oui. Aujourd'hui, Tommy Sipila, responsable des projets de très grande hauteur, va piloter ce qu'on appelle ici un drop test. Traduction, un test en chute libre. Le dispositif est prêt, dans la bonne position. Tout a été mis en place pour le test. Tout est conforme. Ici, on est prêt. Et ils sont prêts aussi dans la salle de contrôle face aux instruments de mesure pour démarrer le test. Dans quelques secondes, un film catastrophe va se jouer dans les coulisses du centre de test. Le scénario du pire pour les ingénieurs. Une rupture soudaine de câble. Une cabine de 10 tonnes va être lâchée en chute libre dans ce puits d'essai de 200 mètres de profondeur. On est bon ici. Tu peux lancer le test. Bien reçu. L'ascenseur s'emballe et atteint la vitesse de 70 km/h. La cabine est stoppée in extremis par les freins parachute. Si vous étiez victime d'un tel accident, c'est ce système qui vous aurait sauvé la vie. Ces tests sont effectués de manière excessivement régulière, en situation réelle, ce qui garantit en fait la fiabilité des technologies qui sont mises en place. L'invention de ce système de frein a permis la naissance de l'ascenseur moderne. Mais la grande histoire de l'ascenseur débute dans l'Antiquité, avec la construction des pyramides où sont utilisés les premiers treuils. Jusqu'à la Renaissance, les systèmes de levage se multiplient. Et au XVIIe siècle, de nouveaux dispositifs apparaissent pour transporter des personnes, comme la surprenante chaise volante utilisée à Versailles. Un siège équilibré par un contrepoids
est tiré par les domestiques pour permettre à la maîtresse de Louis XV, Madame de Pompadour, de rejoindre le roi dans ses appartements. Avec la révolution industrielle au XIXe siècle, le transport vertical prend une nouvelle dimension. L'invention du parachute en cas de rupture des câbles par l'américain Elisha Otis en 1853, l'arrivée de l'ascenseur électrique et plus tard de l'électronique vont faire de l'ascenseur une technologie d'avant-garde. L'ascenseur devient le moyen de transport le plus utilisé, mais aussi le plus testé au monde pour garantir la sécurité des passagers. Parmi toutes les catastrophes reproduites en laboratoire, une défaillance nourrit les pires cauchemars des constructeurs. Le risque le plus grave pour un ascensoriste, c'est d'avoir une porte palière déverrouillée sans que l'ascenseur soit derrière. Ça, c'est le danger pour moi le plus important qui puisse arriver. Nous sommes dans le Loiret, dans la ville de Gien, à quelques kilomètres d'Orléans. C'est ici que le leader mondial de l'ascenseur possède sa plus grande usine en Europe, mais aussi l'un de ses plus importants laboratoires de recherche et développement, avec ses 130 ingénieurs, ses 2 tours d'essai et ses tests grandeur nature. Les premiers essais qui sont faits sont des tests qui sont liés à ce que demande la norme ascenseur, mais aussi des essais pour voir quel est le niveau de performance, qui sont la vitesse, la capacité à emmener différentes charges, le bruit, les vibrations, des choses dans le genre. Si les chercheurs travaillent chaque jour à l'amélioration de leur technologie, 75% des tests effectués dans le centre de Gien sont consacrés à la sécurité. Cette équipe va mettre à l'épreuve la résistance des portes palières, renforcée par ces bras d'acier que le constructeur vient de mettre au point. Il y a un caisson qui a été rajouté pour renforcer l'ensemble. D'accord. Et des pièces au niveau du seuil pour empêcher le seuil de sortir de son vidage. Très bien. On essaye de reproduire des accidents qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, quelqu'un de mal intentionné qui fonce sur une porte, et s'assurer qu'elle va résister mécaniquement, et donc qu'elle ne va pas faiblir et s'ouvrir sur le vide. Nous allons larguer une masse de 45 kg à une hauteur de 2,40 m, ce qui correspondrait à un choc d'un rugbyman lancé à pleine vitesse contre la porte palière. Si la porte et les nouveaux bras d'acier encaissent le choc, ces prototypes équiperont demain vos ascenseurs. On est prêt ? Allez ! Pour passer le test, la porte ne doit pas présenter une déformation supérieure à 12 cm. Enfoncé de seulement 4 cm et toujours verrouillé, ce prototype est conforme aux plus hauts standards de sécurité. La porte a gardé son intégrité, donc la porte garde sa fonction de protection contre la chute. Avec son alliage dernier cri, la porte a résisté à la charge de 45 kg. Elle va pouvoir être exportée dans le monde entier. Alors que la porte palière peut représenter un danger en cas d'ouverture sur le vide, depuis quelques années, elle constitue un élément de sécurité à part entière dans les bâtiments, en servant de rempart contre les incendies. Aujourd'hui, dans ce laboratoire, c'est cette fonction des portes de l'ascenseur qui va être mise à l'épreuve lors d'un test grandeur nature unique en France. Le fait que l'ascenseur soit finalement dans le cœur du bâtiment, au-delà de l'aspect transport, il a un rôle sécuritaire qui est énorme. Et c'est vrai que, comme la gaine ascenseur, finalement le vecteur par lequel un feu peut se propager, il faut sécuriser au maximum le noyau. L'ascenseur devient, par conséquent, un élément de sécurité du bâtiment. En raison de son coût et des moyens importants qu'il mobilise, ce test est effectué une seule fois par an. Pour le réaliser, une dalle de béton de 5 tonnes a été coulée dans le laboratoire. Les ingénieurs y ont ensuite encastré cette porte palière. La finalité de cet essai, c'est de faire en sorte qu'un feu au palier ne se propage pas au travers de la porte et arrive à l'étage supérieur du bâtiment. Donc c'est réellement un essai qui permet de préserver le bâtiment en cas d'incendie. La dalle de béton a été montée sur un four géant porté à sa puissance maximale. Derrière cette porte, le brasier va monter à la température record de 1000 degrés. L'objectif, pousser les matériaux au-delà de leurs ultimes limites. On approche les 700 degrés, donc au bout de 11 minutes seulement. On devrait avoir la porte rougir d'ici 10 à 15 minutes.
Pendant 2 heures, les portes sont éprouvées à la chaleur et aux flammes. À mesure que la température monte, elles rougissent et se déforment. Si aucune flamme ne passe à travers les portes, le test sera considéré comme un succès. Les 2 choses qui nous intéressent principalement dans cet essai, ne pas avoir d'apparition de flamme qui dure plus de 10 secondes. Et la deuxième, c'est être capable de calculer le gaz carbonique qui passe à travers la porte, qui est un signe de propagation éventuelle de l'incendie. On a pu vérifier qu'il n'y avait pas de flamme de plus de 10 secondes. Par ailleurs, on a mesuré le taux de fuite et il est correct. Donc cette porte passe l'essai. L'essai est concluant. À quelques mètres de ce laboratoire de test, la seule usine de fabrication d'ascenseurs de France. Une cabine unique en son genre vient tout juste d'en sortir. Retour à l'ouest de Paris, dans le premier quartier d'affaires européen, la Défense. Une tour à la Défense, pour un ascenseuriste, c'est un défi à partir du moment où on commence à travailler avec un architecte sur l'utilisation des étages. À partir de là, il y a beaucoup de calculs, de simulations qui vont se faire parce que sans le dimensionnement des ascenseurs, le design de la tour n'existait pas. Cette toute nouvelle tour, actuellement en construction, s'inscrit dans le projet de rénovation du quartier de la Défense. Haute de 150 mètres, elle se démarque par une façade habillée d'une robe d'écaille de verre. Un défi hors norme pour le constructeur chargé de concevoir une vingtaine d'ascenseurs. C'est 47 étages, c'est 4500 personnes. Et il faut qu'on transporte ces personnes le matin, soit à peu près 1 heure, le midi en pointe croisée 2 heures. On se dit qu'il faut que les gens attendent pas plus de 25 secondes. En raison du peu de place disponible dans ce quartier d'affaires, la tour présente une forme évasée. Ainsi, elle offre une variation de surface des niveaux allant de 700 mètres carrés au pied de la tour à 1700 mètres carrés au sommet. Pour la conception de ces ascenseurs, le leader mondial a dû répondre à 2 défis. Créer des cabines occupant le moins de place possible dans le bâtiment pour valoriser la surface utile et transporter le maximum de personnes en un minimum de temps. On s'est posé avec l'architecte, l'entreprise générale et le promoteur. C'est de là qu'est née l'idée de basculer d'une technologie classique qu'on voit beaucoup à la Défense, qu'on appelle le simple pont, c'est-à-dire une cabine dans une gaine, avec plutôt un système qu'on appelle le double pont. On a 2 cabines qui sont l'une sur l'autre. On peut déplacer 2 fois plus de personnes en termes de capacité de transport. Cet ascenseur hybride composé de 2 cabines siamoises est une première en France. À la tête de ce chantier, Fabienne Blot. Elle va piloter aujourd'hui le lancement de la toute première double cabine installée dans le bâtiment. Alors, ça se présente comment ? Pas trop mal pour l'instant. L'ascenseur double pont qu'on installe aujourd'hui, c'est un bijou de technologie. Les 2 cabines sont solidaires, elles sont espacées de 60 cm et desservent systématiquement les 2 niveaux en même temps. Ce système permet d'acheminer beaucoup plus de personnes et ainsi réduire les temps de trajet pour les usagers. Les 2 cabines seront accessibles via 2 paliers au bas de l'immeuble. L'un au rez-de-chaussée, l'autre au niveau supérieur, desservi par un escalator. L'ascenseur va effectuer sa première course test. Une étape primordiale, car c'est lors de ce trajet que le cerveau de la cabine va mémoriser son parcours et sécuriser ses trajets à venir. Avant le lancement, Nicolas, le responsable technique, doit contrôler les 42 étages sur les 160 mètres de hauteur de la tour. Là, il me reste 15 niveaux à vérifier encore au niveau des portes et des précisions d'arrêt. D'accord. Donc je pense dans 1 heure, on peut envisager de faire l'essai grande vitesse. Oui. D'accord. Lors de ce premier test, l'ascenseur va identifier chaque palier, les temps d'ouverture et de fermeture des portes, ainsi que les niveaux les plus hauts et les plus bas, pour éviter qu'il ne s'écrase dans sa propre gaine. Chaque élément de sécurité doit être vérifié sur les 160 mètres, que chaque serrure est correctement réglée, que chaque aimant est correctement positionné pour déclencher les ouvertures-fermetures de portes. Ça se joue au millimètre près. Le test est piloté depuis la salle des machines située au sommet de la tour. Ces coffres, surplombant les gaines des ascenseurs, renferment les têtes pensantes des machines. Elles sont capables d'enregistrer, de stocker et d'analyser des millions de données dans le but d'assurer vitesse et sécurité aux passagers. Donc moi, c'est bon, mon inspection, c'est bon. Ouais. Normalement, je dois avoir la séquence qui est bonne, normalement. Ouais. Là, il s'arrête au 37. Ce premier test est un succès. Au total, la tour sera équipée de 8 ascenseurs double pont, soit 16 cabines qui transporteront chaque jour 4500 personnes.
Les équipes sont très fières, c'est un beau chantier, c'est un énorme challenge en termes de temps, de logistique, de complexité, mais je pense que ce sera une belle réussite. En dépit de toutes ces innovations technologiques, il est dans notre imaginaire collectif une peur panique aussi ancienne que l'ascenseur. Se retrouver prisonnier de la cabine. Le stress de l'ascenseur est un enjeu majeur, c'est-à-dire que dans l'imaginaire de beaucoup d'utilisateurs, la crainte finalement c'est d'être bloqué, avec des possibilités de claustrophobie ou un sentiment de claustrophobie très important. En France, chaque ascenseur tombe en panne en moyenne 3 fois par an. Les constructeurs consacrent d'importants budgets en recherche et développement pour rendre ce moment le moins anxiogène possible. Notamment grâce à l'ascenseur connecté qui permet maintenant d'avoir en direct une connexion entre le passager qui se trouverait bloqué dans l'ascenseur et un opérateur qui pourrait rassurer et informer des délais d'intervention du technicien. On a une équipe spécialement formée pour parler aux usagers qui sont bloqués dans une cabine, pour savoir quelle tonalité de voix utiliser, quels mots prononcer, pour faire en sorte qu'un usager bloqué vive la moins mauvaise expérience le temps que le technicien arrive pour venir le sortir de la cabine. Chaque année, dans l'Hexagone, près de 150 000 personnes sont bloquées entre 2 étages. Les dernières innovations technologiques sont mises à contribution par tous les ascensoristes du monde entier afin de lutter contre ce fléau. Ce qu'on a déployé, c'est un système visuel dans l'ascenseur qui permet non seulement de recevoir la voix, mais de voir aussi la personne qui est située dans le centre téléphonique. Le fait d'avoir un contact visuel avec la personne transforme complètement cette expérience-là, et c'est pour ça qu'on a développé ce produit. Les constructeurs vont encore plus loin, avec un objectif: des ascenseurs tellement performants qu'ils ne tomberaient plus jamais en panne. Pour y parvenir, une révolution est en marche grâce à la dernière technologie émergente. On essaye de rendre progressivement les ascenseurs de plus en plus intelligents. Et aujourd'hui, clairement, nous continuons à investir énormément sur un point, c'est l'intelligence artificielle. On parle d'intelligence artificielle parce que l'homme et la machine progressent ensemble et l'homme apprend à la machine à raisonner et à analyser les données techniques. C'est dans le domaine de la maintenance que les progrès ont été prodigieux. Un fantasme encore inaccessible aux constructeurs il y a quelques années est en train de devenir réalité. Le rêve de tout ingénieur ascensoriste, c'est le zéro panne. Et l'intelligence artificielle va permettre de tendre vers le zéro panne. Cette arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde du service et du bâtiment, elle est en pleine expansion aujourd'hui. Cette petite révolution, c'est la maintenance prédictive. La capacité d'anticiper une panne et de réaliser en amont l'intervention nécessaire. La maintenance prédictive, ça consiste pour les ascensoristes à poser un certain nombre de capteurs sur l'ascenseur qui permettent de savoir si l'ascenseur est en fonctionnement, se déplace à la vitesse prévue, si les portes s'ouvrent comme on a bien prévu qu'elles s'ouvrent, si on entend du bruit, etc. Donc on enregistre toutes ces informations afin d'anticiper les éventuelles pannes. Ces capteurs connectés placés un peu partout sur les cabines mesurent en continu les paramètres de fonctionnement de l'ascenseur. Les données collectées en masse sont transmises à un moteur intelligent qui les analyse. Par exemple, l'organe qui fonctionne le plus dans l'ascenseur, ce sont les portes. Elles s'ouvrent, elles se ferment, 7 jours sur 7 et pendant des dizaines d'années. Il suffit de déterminer un temps d'ouverture et un temps de fermeture standard. Et dès lors que ce temps d'ouverture ou de fermeture va être en dehors d'une tolérance, une alerte pourra être envoyée à un technicien qui peut intervenir sur l'ascenseur et régler la porte, par exemple. Régler un problème avant qu'il ne survienne en l'anticipant. Un scénario digne d'un film futuriste. On est vraiment dans le domaine de la maintenance prédictive, c'est-à-dire on va prévenir le problème, on va le régler avant qu'il devienne une panne, donc zéro panne et zéro accident évidemment. Cette technologie appelée maintenance prédictive est déjà indispensable pour certains ascenseurs, comme ceux situés sur le site de l'Aiguille du Midi. Face au Mont Blanc, 2 ascenseurs mènent les visiteurs sur le toit de la France. Leur gaine a été creusée au cœur même de la roche, à près de 4000 mètres d'altitude. L'ascenseur de l'Aiguille du Midi est une réalisation unique. La principale difficulté consistait à placer un ascenseur dans la roche de l'Aiguille du Midi et ensuite de pouvoir s'assurer des meilleures conditions de maintenance pour toute la durée de vie de l'ascenseur.
L'Aiguille du Midi est l'un des sites touristiques les plus visités de France. Sa terrasse sommitale tutoie la cime du Mont Blanc. Et depuis 2013, une nouvelle attraction propose un point de vue à couper le souffle, le pas dans le vide. Pour accéder à ce panorama époustouflant, il faut emprunter les tunnels du Piton central. Ils mènent aux ascenseurs vous transportant vers la fameuse terrasse du Mont Blanc. Les appareils parcourent une course de 65 mètres sans interruption, de 3777 à 3842 mètres d'altitude. Ces ascenseurs de l'extrême ont été conçus pour résister à des températures glaciales allant jusqu'à moins 20 degrés. Ils sont aussi équipés contre les risques de foudre et les tremblements de terre. Avec plus de 5000 visiteurs par jour, le site doit être opérationnel 7 jours sur 7. À la veille de l'ouverture de la saison, une équipe de professionnels héliportés vient effectuer une opération de maintenance de haut vol. Leur mission est capitale. On n'a pas droit à la panne à l'ascenseur du Midi pour une raison très simple, c'est que la terrasse du sommet n'a aucun accès par escalier. Le seul accès, c'est l'ascenseur. Donc il faut qu'il marche tout le temps. On va se focaliser sur l'opérateur. Les deux ingénieurs se dirigent vers la salle des machines où se trouvent les moteurs des ascenseurs. On fait une maintenance préventive de telle manière à avoir un fonctionnement parfait de l'ascenseur par la suite de la saison. On va commencer par contrôler l'historique. Et après, on se focalise sur l'opérateur. Dans la machinerie, on a ce qu'on appelle la manœuvre d'entraînement, qui est le cerveau de l'ascenseur. Elle reçoit tous les ordres cabine, tous les envois, et elle gère toutes les sécurités. Et en fait, cette manœuvre-là a la capacité d'enregistrer les défauts qu'elle peut constater. Et nous, ça nous aiguille pour la maintenance. À l'aide des capteurs installés au point stratégique des cabines, les deux experts ont pu identifier les points faibles qui pourraient engendrer une panne. Ils vont donc pouvoir modifier les réglages de manière préventive pour un fonctionnement optimal des appareils. C'est l'ascenseur de la région qui a le plus fort trafic. Et c'est donc lui qui va utiliser le plus sa porte palière en ouverture et en fermeture. Donc aujourd'hui, on fait un focus sur la porte cabine pour être sûr qu'elle est bien réglée, histoire que quand on va attaquer la saison dans quelques jours, tout soit opérationnel de façon optimale. Cette maintenance préventive est réalisée dans des conditions extrêmes. À près de 4000 mètres d'altitude, chaque geste est calculé, chaque effort économisé. Le souffle est coupé, la concentration est amoindrie. Le travail est plus difficile. Ce qui me prendrait 1 heure n'importe où ailleurs, on prendra 3 ici. Le premier ascenseur a été créé en 1996. Au départ, il n'y en avait qu'un seul. C'est en 2015 qu'il est remplacé par ce duplex d'appareils. À l'époque, on surnomme ces grands travaux le chantier du vertige. On a acclimaté notre personnel. Nos monteurs, on leur a fait faire des stages en altitude de telle manière à ce qu'ils aient la capacité de travailler longtemps et sur une grande période de plusieurs mois en altitude. Il y a une entreprise qui est venue, qui a démonté l'appareil. Il y a une entreprise spécialisée dans le dérochement qui est venue agrandir la gaine. Un travail accompli en dynamitant le granit. En tout, 8000 forages ont été percés pour placer les microcharges explosives. Une entreprise titanesque effectuée dans un seul but. Vu qu'il y a 65 mètres de course avec une porte en haut, une porte en bas, s'ils sont bloqués au milieu à 30 mètres, comment on va les chercher? On utilise la cabine d'à côté qui vient au même niveau. On ouvre des trappes. Les personnes passent de la cabine qui serait arrêtée à la cabine en fonctionnement pour qu'on puisse les évacuer. Cette saison, 500 000 visiteurs sont attendus sur le site de l'Aiguille du Midi. Si aujourd'hui nos ascenseurs sont intelligents sans même que l'on s'en aperçoive, les constructeurs développent dans leur laboratoire des appareils qui demain seront toujours plus connectés et interactifs. L'ascenseur du futur est certainement un ascenseur qu'on ne voit pas, qui est quelque chose d'intuitif et communique de manière extrêmement fluide et comprend nos besoins. L'ascenseur de demain va vous reconnaître, il va savoir où vous allez et il va vous y emmener sans effort. Voyager dans ces nouveaux ascenseurs ne sera plus synonyme de coupure avec le monde extérieur. D'une expérience de déconnexion, ils deviendront des lieux d'hyperconnexion avec notre environnement. On est capable d'avoir des parois interactives sur lesquelles on est capable de
consulter les réseaux sociaux, des choix de consommation que l'usager, en tout cas, pourra avoir à disposition lors de ses déplacements. Ascenseur sans bouton, reconnaissance faciale ou digitale et écran personnalisé comme dans cet ascenseur en Finlande, le premier au monde à être connecté aux réseaux sociaux. Mais les progrès ne se situeront pas simplement au niveau de l'interaction entre l'homme et la machine. L'ascenseur de demain est un ascenseur très peu énergivore, voire autonome. Il recycle sa propre énergie. Nous pourrons récupérer l'énergie du système de freinage de l'ascenseur quand il arrive au rez-de-chaussée et la transformer en électricité alimentant tout l'immeuble. On va arriver vers des ascenseurs auto-apprenants, encore plus intelligents et encore plus conscients de ce qui se passe autour d'eux. Mais il y a un ascenseur encore plus révolutionnaire, développé depuis 3 ans dans les laboratoires allemands. Un ascenseur bien réel, qui pour la première fois de son histoire, va fonctionner sans sa technologie vieille de 160 ans, les câbles. Tous les jours, depuis 2015, vous avez des ascenseurs qui sont câbles qui circulent au sein de notre tour d'essai à Rottweil en Allemagne. Cette tour de test est située en pleine campagne dans le sud-est de l'Allemagne. Elle mesure 246 mètres. Les ingénieurs y ont développé un ascenseur révolutionnaire qui permet aux appareils de se mouvoir dans les bâtiments par lévitation magnétique. Ces petites cabines se déplacent au-dessus des voies. Le dispositif ne touche pas les parois du rail de guidage. Ce système, ce sont 2 aimants qui se repoussent, les cabines qui ont les aimants et la gaine qui a les aimants. Donc finalement, la gaine et la cabine ne vont jamais se toucher. La cabine est bien en lévitation, donc nous avons une cabine qui n'a pas besoin de câble. Ce procédé permet aux cabines de se déplacer à la verticale comme à l'horizontale, grâce à des voies d'électroaimants orientées par un système d'aiguillage rotatif. Il ne s'agit plus d'une simple gaine d'ascenseur, mais d'un réseau interne. Dans cette configuration, l'ascenseur baptisé Multi ressemble à un métro au cœur même de vos immeubles. Décrire cet ascenseur sans câble, c'est aussi décrire la ville du futur. Cet ascenseur sans câble nous permet d'inventer toutes les formes de tours possibles imaginables, avec des tours qui se relient les unes entre elles. C'est pour ça aussi qu'il est intéressant pour un certain nombre d'architectes, c'est qu'ils permettent de réfléchir différemment. Ces ascenseurs induiraient des modes de déplacement nouveaux, dans des villes totalement repensées. On peut imaginer que demain, on n'aura plus de voitures dans les villes, mais on aura des multis qui nous permettent de nous déplacer de la maison jusqu'au bureau sans avoir fait de trajet en voiture. Finalement, on va faire voyager l'usager au sein de la ville tout en restant dans une seule cabine qui est le multi. L'ascenseur sans câble est actuellement en construction sur un chantier à Berlin en Allemagne. Le tout premier modèle devrait être mis en service dans quelques mois, mais ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, cette technologie est parfaitement maîtrisée au sein de notre groupe. Nous avons concrètement 15 projets partout dans le monde sur lesquels on travaille avec des architectes pour implémenter cet ascenseur sans câble. Nous sortirons l'ascenseur sans câble et il sera commercialisé à partir de 2022-2023. Donc la ville du futur, elle est demain. Avec l'essor des mégalopoles et l'explosion de la population, la course à la hauteur est l'un des enjeux majeurs de notre siècle. Technologie clé de la ville du futur, l'ascenseur va contribuer à bouleverser nos vies, comme il l'a déjà fait voilà 150 ans, en autorisant la construction des premières mégalopoles de notre planète. Ce qui, au départ, n'était qu'une simple cabine tractée par des câbles en ferraille, est en train de devenir le premier véhicule vers un monde nouveau.